Dans cette vidéo, je me propose de te raconter mon histoire, comment j'ai fait pour quitter d'un milieu très modeste à créatrice d'une entreprise qui génère plus de 6 chiffres par an en France. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire aujourd'hui? Tout simplement parce que vendredi dernier, je discutais avec des collègues et une de mes collègues a dit quelque chose qui m'a marqué et qui m'a rappelé à quel point l'information peut changer des vies, à quel point le manque d'information peut transformer des vies. Ma collègue en question me dit, Natacha, quand je suis arrivée en France, j'avais le niveau pour faire des écoles d'ingénieurs. J'avais de très très bonnes notes, je pouvais faire les écoles d'ingénieurs, mais j'ai choisi de faire un master. Quand je finis mon master, je m'en vais justement chercher du travail. Et la première entreprise que je contacte me répond en me disant, nous, on ne recrute que des écoles d'ingénieurs. Et là, c'est où j'ai eu le choc en fait. Je me dis, j'aurais pu intégrer des écoles d'ingénieurs, mais je ne savais pas la réalité du marché. Beaucoup d'entreprises, du moins les grandes entreprises en général, font une différence entre diplôme d'ingénieur et master. J'avais la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs plus tôt, mais par manque d'informations, je ne l'ai pas fait. Mon collègue également avec lequel j'étais raconte une histoire similaire. Il me dit, Natacha, quand j'étais à l'ENEAM, j'avais d'excellentes notes. Je pouvais intégrer l'ENSAE ParisTech parce que dans mon école, quand tu fais partie des meilleurs, tu vas à l'ENSAE ParisTech. Mais je ne savais pas que sur le marché du travail, les ingénieurs sortis de l'ENSAE ParisTech sont mieux rémunérés que les ingénieurs qui sont sortis de l'ENSAI. Moi, j'ai fait l'ENSAI, attention, c'est une très belle école, mais la réalité, c'est que sur le marché du travail, quand tu as fait l'ENSAE ParisTech, en général, ton salaire est en moyenne plus élevé. Et mon collègue en question pouvait faire l'ENSAE ParisTech, il pouvait aussi être data scientist en faisant l'ENSAE, mais par manque d'informations, il ne l'a pas fait. Donc, cette discussion m'a profondément marqué et j'ai donc décidé de faire une vidéo où je raconte mon histoire. Parce qu'à travers mon histoire, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cette histoire-là et vous aurez peut-être des clés pour débloquer certaines situations. Vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que je partage sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je travaille autant. Vous allez comprendre d'où est-ce que ça vient. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas, moi c'est Natacha Ndiongwa, ingénieure data scientist depuis plus de 5 ans. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes. Et sur le coin Stat, on redécouvre le monde de la data et de l'intelligence artificielle. Mon objectif, c'est de vous montrer comment est-ce que la data et l'intelligence artificielle peuvent transformer vos vies et votre quotidien. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dans cette vidéo, je vous montrerai comment est-ce que, grâce à la data et l'intelligence artificielle, j'ai littéralement transformé ma vie. Pour vous raconter mon histoire, je vais vous partager quelques photos et dans chaque photo, on va diviser en plusieurs parties. Je raconte mon histoire aujourd'hui en 4 grandes parties. La première partie de mon histoire, c'est la pauvreté inconsciente. En gros, j'étais dans un milieu modeste, je ne savais pas qu'il y avait d'autres milieux différents du mien. Ça, c'est de ma naissance jusqu'à mes 22 ans. Je vais vous montrer une photo, celle-ci. Celle-ci, j'étais encore toute petite. Je vivais à Yaoundé, au Cameroun, dans le quartier Mélène. Et la deuxième photo qui m'a marquée quand je préparais cette vidéo, elle est où? Elle est là, juste là. C'est celle-là. Ici, Natacha avec 4 ans. Là, j'étais toute jeune. Je viens d'une famille modeste, comme je le dis. Mon papa, il est militaire. En termes de niveau d'études, mon père a le CEPE, en gros le diplôme d'études qui te permet d'aller au collège en général. Mais sauf que mon père n'est pas allé au collège. Pourquoi? Parce que mon père, il a grandi avec sa grand-mère. Donc à 4 ans, il a perdu son papa et il a dû grandir avec sa grand-mère. Arrivé au cours moyen 2, la classe de cours moyen 2, mon père, il était brillant à l'école, il a eu le CEPE. Mais ma grand-mère n'a pas accepté que mon père aille faire le collège. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur le plan historique, il y avait, même comme l'esclavage a été aboli, il y avait quand même de façon informelle des pratiques où on venait récupérer certaines personnes en Afrique, notamment dans mon village à Bangou, à l'ouest, dont on récupérait des personnes pour les amener en Europe pour travailler dans des conditions qui ne sont pas forcément catholiques, entre guillemets. Donc ma grand-mère avait très peur de cela. Elle a donc décidé de ne pas envoyer mon père à l'école parce qu'elle se souvenait justement de ces phases-là.
Donc c'est comme ça que mon père, après son CEP, parce que si il continuait ses études, il devait quitter ma grand-mère. Il n'y avait pas de collège ou de lycée dans mon village à Bangou. Il n'y en avait pas à cette époque-là. Il devait aller fréquenter à Baganté, il me semble. C'est une ville à l'ouest du Cameroun. Donc ma grand-mère ne voulait pas laisser son fils aller à Baganté fréquenter au lycée. Et on appelle lycée chez nous, en fait, toutes les classes de 6e jusqu'en terminale. Elle ne voulait pas parce qu'il y a cette histoire qui a marqué. Elle sait qu'on enlevait des personnes. Elle sait qu'on prenait des personnes pour justement les faire un travail forcé. Elle ne voulait pas que cela arrive à son fils. Elle a donc décidé de faire en sorte que mon père arrête ses études. Donc, mon père, son CEP, il arrête ses études pour aller apprendre la couture. Okay? Il a appris la couture. Ensuite, il a intégré l'armée. Donc, dans l'armée, mon père confectionnait en fait les tenues, vous voyez, des militaires au Cameroun. Il était dans le corps qui faisait cela. Donc, c'est ça que mon père faisait. Et c'est avec ça qu'il a élevé ses 6 enfants et mes cousines. On était chez nous, on était 10. Donc j'ai 6 frères et sœurs, ma mère, mon père et 2 cousines qui vivent avec nous. Donc ça fait 10 personnes chez nous. Donc c'est ça que mon père faisait. Et maman, elle également, elle n'a pas fréquenté, du moins elle s'est arrêtée en classe de 5e. Ok. Donc ma maman, elle était dans l'informel. Elle vendait au marché Mokolo. Elle vendait des sous-vêtements. Vraiment, on appelle ça les vendeurs à la sauvette en fait. Et il faut savoir que c'est un métier précaire dans le sens où tout le temps, il y a la police qui vient parfois vous chasser. Vous êtes obligé de payer une certaine somme d'argent pour continuer à travailler, même dans l'illégalité. Et bon, illégalité entre guillemets au Cameroun, c'est presque normal. Mais c'est comme ça que ma mère, en fait, elle gagnait sa vie. Il faut savoir que ce travail-là ne lui rapportait même pas 60, je pense même 60 euros. Je suis optimiste. Hein. Je pense que je suis même très optimiste quand je dis que ce travail ne lui rapportait pas 60 euros. Donc quand j'additionne les revenus de mon papa et de ma maman, donc ça c'est une vidéo assez personnelle, je pense que ce sera la vidéo la plus personnelle de ma chaîne. Donc quand j'additionne en fait les revenus de mon papa et de ma maman, ils avaient autour de, je vais dire, 350 euros. On était 10 chez nous, ok? 10 personnes, 350 euros. Donc vous comprenez qu'on ne vivait pas dans l'opulence. Mais par contre, mon père avait compris en fait l'intérêt de l'école. Il faisait tout pour qu'on aille à l'école. Je ne manquais de rien pour aller à l'école. En tout cas, mon père payait mes cahiers, il payait mes études. Donc franchement, à ce niveau-là, mon père il faisait tout pour que ses enfants étudient. Donc c'est comme ça que moi j'ai grandi, avec justement cette image-là de c'est pas à l'école que tu vas réussir. C'est pas à l'école que tu vas réussir à faire des choses exceptionnelles en fait. Donc de la photo que je vois en classe de mes 4 ans, j'étais à Mélène, un quartier à Mindon. J'habitais, je fréquentais à côté du parc, j'ai oublié le nom de l'école, mais je vais me rappeler peut-être. Donc dans mes études, j'étais très studieuse justement parce que mon père nous a inculqué cela, le fait qu'il faut qu'on travaille. Mes parents nous ont inculqué le fait qu'il faut qu'on travaille, dur pour s'en sortir. Donc j'étais très studieuse à l'école, j'étudiais très bien jusqu'à ce que j'arrive en terminale C, terminale scientifique. J'ai mention bien au bac. Donc c'est par exemple une photo de moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'était le jour du sport du baccalauréat au lycée bilingue de Mindon. Donc je travaillais très bien. Et en terminale, dans mon parcours au lycée, comment est-ce que je fais pour m'en sortir quand je viens d'un milieu où mes parents n'ont pas forcément fréquenté? Donc eux, où je vivais en fait, autour de nous, que ce soit pour mes parents, les gens en général, quand tu prends les exemples de réussite, c'est toujours des personnes qui vont aller faire les nièges. Les nièges, c'est quoi? C'est un concours au Cameroun pour devenir maîtresse. Vous savez très bien à quel point les maîtresses sont très mal payées au Cameroun. 50 000 francs, c'est même pas 50 euros par mois. Vous voyez que c'était les métiers souvent. Donc quand quelqu'un avec le bac autour de moi, la personne allait faire les nièges, la personne allait faire l'école normale. On sait tous que l'école normale au Cameroun, les professeurs ne sont pas très bien payés. Mais tu voyais des personnes quand même qui étaient très éduquées, mais parce qu'ils venaient des milieux qui n'étaient pas forcément favorisés, qui n'avaient pas forcément connaissance, on se disait en fait qu'en allant faire l'école normale, on allait entrer dans la fonction publique. Et avec la fonction publique, on sortait un peu de nos situations. Donc, autour de moi, beaucoup de personnes étaient comme moi. On venait des familles modestes. Mais je ne sais pas comment moi j'ai fait. Honnêtement, je ne sais pas comment. Malgré le fait qu'autour de moi, je n'avais pas forcément accès à l'information. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des études poussées pour devenir ingénieur et autres. À l'école, je fréquentais des personnes qui étaient très ambitieuses. Donc c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait le concours de Polytechnique qui existait. Okay? Je travaillais dur pour justement intégrer Polytechnique. J'ai eu la mention bien au baccalauréat. Et c'est grâce à cette mention bien au baccalauréat que j'arrive aux classes scientifiques de l'école normale supérieure. Okay? Là-bas,
Quand j'arrive à l'école normale supérieure, j'ai une photo juste ici. On va peut-être flouter pour ne pas juste là. J'ai une photo que j'ai ressortie là. Donc, c'est moi qui est quelque part là. Donc, à l'école normale supérieure en classe scientifique. Et là, j'ai une de mes amies, franchement, qui s'appelle Bénédicte. Coucou Bénédicte, si tu m'écoutes. Qui, elle, rêvait de faire l'ICA. Donc, c'est par elle, en fait, que je découvre l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. Elle me fait comprendre, en fait, que l'ICA, c'est une école de bourse. En gros, quand tu vas là-bas, tu ne payes pas la scolarité. Je vous ai dit, mes parents gagnaient 360 € cumulés à deux. Ils devaient s'occuper de 10 enfants, de 10 personnes. Donc, quand elle me dit, en fait, que à l'ICA, on n'a pas besoin de payer la scolarité. En plus, pour fréquenter, tu es payé. Donc, je vous assure, j'étais acharnée. Je bossais comme une folle. Je bossais vraiment. Je ne ménageais aucun effort. J'ai créé toutes les épreuves, en fait, de 1989 jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012, oui, c'est ça. J'ai fait toutes ces épreuves-là. Et quand j'allais composer le concours de l'ICA, c'était comme une révision pour moi. Parce qu'en général, il faut savoir qu'à l'école, plus vous faites des études, plus vous êtes habitué, vous êtes entraîné, plus vous arrivez à faire des choses. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à réussir mon concours de l'ICA. Et je me rappelle très bien ce que mon papa a dit quand j'ai réussi le concours de l'ICA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. Il a dit, ma fille va travailler dans des organismes internationaux. Ça, je ne vais jamais oublier ça. J'avais à l'ICA. Cette fois-ci, je suis un peu autonome. Je suis toujours dans la phase d'inconscience, pauvreté avec inconscience. La première année à l'ICA, on me donnait une bourse de 1 400 000. Il y avait 600 000 francs pour la bourse et 800 000 pour m'équiper en termes d'ordinateur et autres. Donc chaque année à l'ICA, j'avais 600 000 par an. Donc c'est comme ça que j'ai réussi justement à faire toute ma scolarité à l'ICA. Pendant ma formation à l'ICA, je découvre en fait que on peut venir à l'ENSAE Paris-Tech ou alors on peut faire l'ENSAI, ok? Dès la première année, je découvre cela et comme Natacha ambitieuse, je me dis je dois aller en France. Donc je vais parler à mes parents, je leur dis en fait que on n'a pas l'argent, je le sais, mais commencez à cotiser parce que dans 4 ans, j'aurais besoin de 5 millions de francs CFA, pratiquement 7 000 € pour pouvoir aller en France. Je sais ce qu'il leur a dit. Donc pendant 3 ans à l'ICA, 4 ans, j'étais vraiment à fond. Mon objectif, c'est d'aller à l'ENSAI. Je ne savais pas comment faire pour payer les 5 millions, mais je l'avais quand même dit à mes parents 4 ans avant. Donc, j'arrive en 4e année. Comment est-ce que je fais pour venir en France? Il faut savoir que quand tu as fait l'ICA, à mon époque en tout cas, il y avait la possibilité d'avoir une bourse. Donc, la bourse, c'était quoi? Moi, j'avais eu 4 000 € par an, ou quelque chose comme ça. 4 000 € par an. Ce qui faisait qu'au lieu de payer la caution de 5 millions d'euros, j'ai dû payer une caution à 2 millions. Je vous assure que je n'avais pas les moyens de payer ces 2 millions-là. Et comment est-ce que j'ai fait? Il y a ma grande soeur qui venait de commencer à travailler, qui m'a donné 1 million de francs CFA, je crois, pour pouvoir financer cette partie. Et mes parents ont réussi à cotiser 1 million de francs. C'est comme ça que j'ai eu 2 millions. Une de mes tantes m'a donné un billet d'avion, l'argent pour payer le billet d'avion. Donc c'est comme ça que je me suis débrouillée pour réussir à aller en France. La deuxième partie de mon histoire, je l'appelle la pauvreté consciente. Il faut savoir que quand j'étais au Cameroun, je ne savais pas forcément que j'étais dans une famille modeste, dans la mesure où tout le monde autour de moi était exactement comme moi. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de pauvreté inconsciente. Parce que quand j'arrive en France en 2017, je commence à rencontrer des personnes qui ont vécu des vies différentes de la mienne. Je commence à avoir des amis qui chaque année pouvaient rentrer au pays voir leurs parents en Noël. Moi, c'était impensable en fait. Qui recevaient des cadeaux de leur pays d'origine vers la France. Moi, c'était inimaginable. Je me rappelle quand ma petite soeur arrivait en France, elle m'a dit, j'ai un de mes amis qui, lui, chaque mois, ses parents lui envoient l'argent de l'Afrique pour la France. Moi, je ne pouvais même pas imaginer en fait qu'on puisse, même pas un seul instant, recevoir l'argent de l'Afrique pour la France en fait. Donc, je croyais toujours que c'était la France vers l'Afrique. Vous dites qu'en fait, en général, quand on vient de mon milieu à moi, on a tendance à penser que c'est à nous en fait d'envoyer l'argent à nos parents. Donc on ne conçoit même pas une seule seconde que c'est possible que l'inverse. On n'a même pas conscience que l'inverse est possible. Vous voyez un peu, c'est vraiment... Je ne suis pas encore dit ici qu'en Afrique, tout le monde est pauvre. Je dis juste que moi, j'ai vécu dans cette situation-là. Et quand j'arrive ici justement, je me rends compte que il y a des personnes
qui vivaient dans les mêmes pays que moi, mais qui avaient des réalités complètement différentes. Ces personnes, chaque décembre, rentraient voir leurs parents en Afrique. Vous imaginez Natacha, étudiante en France, qui paye un billet d'avion? C'était impensable en fait. Quand je commence à vivre avec ce type de personnes, je vois le style de vie que ces personnes ont, je me dis mais ça n'a rien à voir avec ce que moi je vis en fait. Par exemple, j'avais une amie en tant qu'étudiante qui allait dans des hôtels 5 étoiles. Je fais mais comment c'est possible qu'on aille dépenser 500 € pour une nuit dans un hôtel alors que moi c'est l'argent du mois avec même la CAF, en fait c'est mon loyer, sachant que la CAF paye une partie. Donc c'est comme ça que je rencontre des personnes justement qui ont des styles de vie différents. Je me rends compte qu'en fait c'est pas toujours ce que j'ai connu, ce n'est pas la seule chose qui existe dans le monde. Il y a d'autres choses en fait. C'est comme ça que je commence à prendre conscience que on peut vivre différemment. Je prends conscience en fait que on peut vraiment vivre différemment. Comment je faisais pour vivre en France moi? J'avais une bourse de 4 000 € par an. En plus, chaque année, j'avais l'occasion de faire des stages. Mon premier stage, je l'ai fait à la Société Générale. Je gagnais 1 300 € brut par mois. Ça faisait autour de 1 200, 1 100 € net. Donc, vous voyez qu'en 3 mois, j'ai fait 3 mois de stage. Ça me faisait avoir 3 000 €. Donc, plus mes 4 000 €, ça faisait 7 000 €. Et grâce à ces 7 000 € là, je pouvais vivre toute l'année. Et en 3e année, à l'ENSAI, j'avais un stage de 6 mois. Donc, j'avais mes 4 000 €. Et mon stage de 6 mois à l'ENSAI, à cette époque-là, je touchais, c'était 1 700 € brut par mois. Donc en net, ça faisait 1 500 € net. Donc vous voyez que 1 500 x 6, ça me permettait de vivre en fait toute l'année sans avoir besoin de mes parents. Même si ils ne pouvaient pas franchement m'aider à cette époque-là lorsque j'étais en France. Et en parallèle, je vous disais, je prends conscience en fait que la vie que j'ai vécue, c'est pas la seule vie qui existe en Afrique. Je me rends compte que tout le monde n'est pas dans la même situation que moi. Et je me rends compte qu'en fait, Natacha, tu venais d'un milieu modeste. Et je vais donner une anecdote par exemple. Pour moi, manger la viande tous les jours, le poisson tous les jours, c'était un luxe. C'était vraiment un luxe. Quand j'arrive en France, je me rends compte que je peux manger des fruits tous les jours. C'était vraiment un luxe. Peut-être pour vous pas, aujourd'hui peut-être pas, mais c'était vraiment un luxe. C'était vraiment un luxe. Et je vois, il y a des parents de mes amis qui viennent les rendre visite en France. Je fais, en fait, c'est possible que même mes parents viennent me voir en France. Pour moi, c'était inimaginable. Donc, c'était cette deuxième période de ma vie où j'ai pris conscience que, en fait, Natacha, la réalité dans laquelle tu vivais, ce n'est pas la réalité de tout le monde. Ce n'est pas la seule façon du monde qui existe. Il y a un autre monde auquel tu n'avais pas accès pendant plus de 23 ans de ta vie. Et c'est comme ça que je passe à l'étape 3 de mon aventure, l'autonomie financière. J'ai commencé à travailler en 2019 à la Société Générale. J'ai gagné la première année autour de 50 000 € quand il prend le package complet. Ensuite, je suis passée à 54 000 €. Bref, j'ai commencé à pouvoir me payer des voyages. J'ai commencé à pouvoir rentrer chez moi sans trop réfléchir. J'ai commencé en fait à avoir un autre style de vie. Et comme Natacha est très ambitieuse, pendant cette période-là, à partir de 2019 justement, j'ai commencé à lire énormément de livres. Pourquoi est-ce que je lisais des livres? Parce que j'étais très timide en fait. Et quand je lisais les livres, ça m'aidait. J'ai vraiment lu beaucoup de livres de développement personnel, beaucoup. Là, il y en a des centaines. C'est ça que je faisais passer mon temps à faire. J'étais très timide. Et quand j'ai commencé à travailler dans des grands groupes, j'ai compris qu'en général, dans des grands groupes, ce qui est vraiment important pour progresser, c'est ta capacité à communiquer, ta capacité à influencer. En fait, la communication, c'était la clé. Et j'avais tendance à me définir comme timide. Il y avait certaines personnes qui avaient même des doutes que j'avais une timidité maladive. Et avec le temps, je me rends compte que non, c'est pas forcément ça. C'est juste une habitude. Je sais pas pourquoi, je peux pas encore expliquer pourquoi. C'est une habitude qu'il fallait rompre au fil du temps. Et ça, c'est le temps qui te permet de justement surmonter ça. Donc, je commence à lire énormément de livres sur le sujet. Et ces livres-là m'ont fait ouvrir les yeux sur beaucoup de thématiques. En lisant ces livres-là, je réalise que pour pouvoir, par exemple, communiquer, il faut pratiquer tout le temps. Pour pouvoir être expert de son sujet, il faut partager. C'est le livre de Seth Godin, Lichping, qui m'a appris cela. C'est comme ça que je décide en fait de créer ma chaîne YouTube Le Coin Stat pour justement améliorer ma communication, pour justement rester au contact en fait de l'expertise, parce que je veux vraiment être experte de mon domaine. C'est comme ça que je commence à partager. Et quand je partage, je découvre un autre monde encore. Je découvre la creator economy. Je comprends qu'en fait, en ligne, il y a un business en ligne en fait. Je comprends qu'il y a des gens qui changent leur vie
grâce à leur présence en ligne. Je comprends beaucoup de choses. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous venez du milieu dans lequel je viens, vous n'avez aucun réseau. Papa est militaire, il était couturier dans l'armée. Maman est Bayam Salam, comme on le dit au Cameroun. Elle vend au marché Mokolo, elle vend au marché Mindon. Je n'ai pas de réseau. Si Natacha aujourd'hui a besoin d'un stage, elle va faire le stage où? Au marché Mokolo? Si Natacha aujourd'hui a besoin d'un emploi, est-ce que papa, maman dit non? Alors qu'à l'Insaï, quand j'arrivais, j'avais des camarades, le stage, c'était pas un problème pour eux en fait. On appelle papa, on appelle maman, on arrive à trouver un stage. J'ai vu ça plusieurs fois. J'arrive dans des entreprises, je me rends compte qu'en fait, papa travaille là-bas, il peut me placer là. Je fais, même dans le monde de l'entreprise, en fait, papa peut investir dans ma start-up. Moi, je n'ai pas connu ça. Et quand je commence à m'intéresser au monde des réseaux sociaux, je comprends que c'est un monde qui peut littéralement changer la donne. Je comprends que grâce à ce monde-là, je peux écrire une histoire différente. C'est seulement grâce au monde des réseaux sociaux où vous pouvez avoir un classement où dans la même liste, il y a un ministre et il y a Natacha. Je pense au classement Favicon qui classe les personnalités les plus influentes sur LinkedIn, par exemple. Si vous regardez ce classement-là, c'est dans le seul classement où vous allez voir ça. Et c'est où je comprends en fait que, être sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet justement de changer son histoire. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent pourquoi est-ce que je partage autant. J'ai grandi dans un milieu où on dit souvent que pour être heureux, il faut vivre caché. Moi, j'ai une vision différente là-dessus. Ce sont les riches qui peuvent vivre cachés. Il y a une vidéo de Claudine Mumbisi, qui est un entrepreneur camerounais, qui m'a inspiré sur ce sujet-là. Et moi, aujourd'hui, je suis convaincue que ce sont les riches qui peuvent vivre cachés. Si aujourd'hui, Natacha est cachée, comment je fais pour avoir des missions en freelance? Si aujourd'hui, Natacha vit cachée, comment je fais pour accéder à certaines opportunités? Si mon père était ministre, ma mère était... Oui, je peux vivre caché, je peux vivre... Mais aujourd'hui, je crois fondamentalement que quand on vient d'un milieu modeste comme moi, on n'a pas le droit. Il y a des droits qu'on n'a pas. On n'a pas le droit de vivre caché. On n'a pas ce droit. On doit faire le bruit. Franchement, vous allez me voir tout le temps sur LinkedIn parce que j'ai compris que les réseaux sociaux permettent d'avoir une différence. Vivre heureux, vivre caché, c'est pour les riches. Quand tu es riche, je vous t'assure, si tu es riche, tu n'as pas besoin de ça en fait parce que tu as des entrées ici, tu as des entrées là-bas, tu veux lever des fonds, tu lèves des fonds facilement, tu veux avoir un emploi, tu appelles papa, maman, tu appelles le cousin, tu appelles l'oncle. Oui, vie cachée. Mais toi, si tu appelles maman, maman n'arrive pas à s'en sortir. Tu appelles papa, tu te caches où? Ça, franchement, j'ai pris conscience de ça. Vivre heureux, vivre caché, c'est pour les riches. Donc, je pense qu'on est pauvre. Désolée de le dire, mais moi, je pense que qu'on vient d'un milieu modeste, il y a des droits qu'on n'a pas. Comme le droit de vivre heureux, vivre caché. On doit tellement faire de bruit au point où on obtient ce qu'on veut. Deuxième chose, je pense également que, ça c'est ma pensée à moi, quand on vient d'un milieu modeste comme moi, on n'a pas le droit de faire ce qu'on aime. Je n'ai pas le droit de faire ce que j'aime. J'aime ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai la chance, je ne sais pas pourquoi, les circonstances de la vie, j'ai cette chance-là. J'ai fait un métier où il y a la passion, il y a l'informatique, il y a cela, il y a des opportunités et ça donne aussi l'argent. Mais je pense fondamentalement que quand on vient d'un milieu modeste comme moi, on ne peut pas faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime, c'est un luxe. C'est un luxe qu'un pauvre ne peut pas se permettre. Ce sont les riches qui peuvent se permettre de faire des choses passion. Donc si aujourd'hui tu as une histoire similaire à la mienne, moi j'estime que faire les choses qu'on aime, ça ne marche pas. Il faut faire les choses qui rapportent le maximum d'argent. Et avec ça, tu peux faire ce que tu aimes. C'est parce que j'ai réussi justement à travers des entreprises que je peux investir, faire des caméras pour faire des vidéos YouTube. C'est parce que j'ai réussi à travailler dans telle entreprise que j'ai réussi à avoir des finances pour faire certaines choses. Donc, faire ce que tu aimes, pour moi, ça ne marche pas lorsqu'on vient d'un milieu modeste. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que quand j'étais à l'ENSAI, il y avait des choix en termes de filière à faire. Par exemple, le choix de doctorat. Moi, j'estime aujourd'hui que je ne pouvais pas faire le doctorat il y a quelques années parce que je ne pouvais pas me permettre. C'était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire un doctorat parce que j'ai déjà assuré certaines sécurités, entre guillemets. Mais à cette époque-là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas non plus aller travailler dans certains domaines. J'ai vu par exemple que quand tu fais des filières liées à la santé à l'ENSAI, il y a des gens qui n'arrivent même pas à gagner le SMIC. J'exagère quand je le dis, mais au-dessus du SMIC. En fait, il y a des filières comme ça. Tu ne peux pas gagner au-dessus du SMIC. Pourquoi est-ce que je vais choisir d'aller travailler dans une entreprise qui ne peut pas bien me payer, sachant que je n'ai pas forcément de sécurité financière, alors que je peux travailler dans la finance, je peux travailler dans la banque, où
les salaires sont beaucoup plus élevés. Et aujourd'hui, je vous dis aussi, si vous travaillez dans la tech, les grosses entreprises dans la tech comme Google, Facebook, Amazon, Meta, OpenAI, là-bas, vous pouvez gagner des salaires énormes. Des $600,000 par an, c'est possible, $500,000. Donc, si j'avais cette information il y a 5 ans, je vous assure, j'allais ménager aucun effort pour travailler dans ces grosses entreprises-là. Je l'ai su plus tard, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, ça, c'est la troisième partie, sécurité financière. Je prends conscience du fait que le réseau, c'est très important. Et comme je viens d'un milieu modeste, je n'ai pas le réseau, il faut que je le construise. Raison pour laquelle je suis tous les jours sur YouTube, je suis tous les jours sur LinkedIn, je suis acharnée, je vais bosser comme une malade parce que je viens de loin, ok? Deuxième chose, quand on vient de milieu modeste, on ne peut pas faire ce qu'on aime. Je ne pouvais pas faire le doctorat. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire un doctorat, mais à cette époque-là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas travailler dans des entreprises qui me payaient 1 700 € alors que je pouvais gagner plus de 2 500 € dans une banque. Ce n'était pas possible en fait. Donc, voilà la deuxième partie. J'arrive maintenant à voyager, j'arrive à me payer des restaurants de temps en temps. C'est ce que j'appelle la sécurité ou l'autonomie financière. Le quatrième chapitre de ma vie, je l'appelle la quête vers la liberté financière. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que lorsque j'étais salariée, j'étais très ambitieuse. Je voulais évoluer dans la hiérarchie. Mais les concours de circonstances ont fait en sorte que je découvre le freelance. Je ne connaissais pas ça avant. Raison pour laquelle je ne vous partage en fait ces informations-là parce que je pense que ça peut vous aider véritablement. J'ai fait la Société Générale, j'ai fait HSBC, j'ai fait EY, j'ai découvert le monde de l'entreprise en général. Mais je recherchais toujours cet impact-là. Et un jour, je discute avec un de mes aînés académiques, un de nos grands frères, il s'appelle Guy Paulin. Il nous parle du freelancing. Moi, je ne connaissais pas ce que c'est avant. Au niveau du travail, j'avais cette quête de sens. Je ne savais plus où je voulais partir. J'avais déjà démissionné plusieurs fois. Si je venais d'un milieu aisé, j'allais décider de faire une année sabbatique. Mais je ne viens pas de milieu aisé. Je ne pouvais pas faire d'année sabbatique. Je décide donc que moi, mon année sabbatique, c'est de devenir freelance. Freelance, c'est quoi ? Je vais auprès des entreprises, je fais des missions et on me paye pour mon expertise par jour. Quand je commence à être freelance, je me rends compte qu'en fait, que j'aime bien être freelance. J'ai bien l'idée justement de faire des missions, gagner plus que quand j'étais salarié et justement investir dans ce qui compte réellement pour moi et progresser. Je me rends compte que j'ai cette flexibilité-là. C'est comme ça que je décide de rester freelance parce que je découvre que ça peut vraiment m'aider à être encore plus libre financièrement. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis freelance. Et encore une fois, toujours dans la partie freelance, je vais vous dire une fois de plus, en général les TGM, on parle souvent des TGM. Sachez que dans le monde de la finance, les TGM sont très élevés. Le TGM, c'est quoi ? C'est le taux journalier moyen. Comment tu peux gagner par jour sur une mission ? Vous allez souvent voir sur Internet que tu peux gagner 500 par jour en freelance. Honnêtement, en banque, je connais des personnes qui n'ont même pas 3 ans d'expérience, qui gagnent 800 € tous les jours. Je connais des personnes qui n'ont même pas 3 ans d'expérience, qui gagnent 900 €, 1000 € par jour. Je connais des personnes qui gagnent 1700 € tous les jours en freelance en banque. Donc, dans les secteurs d'activité, sachez que en freelance en banque, vous pouvez gagner des TGM qui sont très importants. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est quoi ? C'est justement être freelance, économiser le maximum d'argent, investir le plus possible pour justement créer cette liberté financière-là. Et tout ça, toute cette histoire que je vous ai racontée, c'est grâce à la data et l'intelligence artificielle que ma vie a été transformée. Je quitte d'un monde où manger le poisson était un luxe, à un monde où, quand je vais voyager, je peux me permettre de prendre des hôtels 5 étoiles sans réfléchir. Je peux déjeuner tous les jours, je dis bien tous les jours, midi et soir, dans des restaurants sans compter. Quand je fais des courses, je ne regarde plus le prix de ce que je paye. Quand je voyage, je ne me demande plus comment est-ce que je vais payer mon billet d'avion. Bref, être freelance m'a justement permis d'avoir cette liberté que je n'ai pas connue quand j'étais plus jeune. Être freelance me permet d'avoir l'impact sur ma famille. Être freelance me permet de construire ma liberté financière. Être freelance me permet d'être plus libre. Moi, vraiment, aujourd'hui, je suis dans un état où j'ai envie d'être libre parce que j'ai compris à quel point avoir de l'argent vous permet... On vit dans un monde capitaliste. C'est dommage, mais on vit dans un monde capitaliste. Le jour où je me suis rendu compte de ça, c'est un jour, je vais vous raconter l'anecdote. Ça va dans tous les sens, je vais vous raconter l'anecdote. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me rends compte qu'en fait, pour faire ma vidéo YouTube, je vis dans une maison que je dois payer tous les mois en partageant des vidéos gratuitement.
Je vis dans un monde où, si je veux vous rendre des vidéos de qualité, je dois acheter ce micro. L'entreprise ne va même pas me faire des cadeaux. J'achète le micro. Je vis dans un monde où, pour filmer cette vidéo, la caméra que vous voyez là, je l'achète. Je vis dans un monde où les personnes qui travaillent avec moi veulent absolument que je dois les payer au maximum possible. Tout, c'est le capitalisme. Je me dis en fait que dans ce monde, ce qui te permet d'être libre, c'est justement ça. Pouvoir investir le maximum pour faire réellement ce que tu aimes véritablement. Et je pense qu'avec le freelancing, c'est ce que ça m'apporte. Et c'est tout ça, c'est grâce à mes compétences en data et en intelligence artificielle. C'est grâce à la data et l'intelligence artificielle que j'ai pu avoir la bourse de l'ICA. J'ai pu fréquenter pendant 4 ans sans payer en fait ma scolarité. C'est grâce à la data et l'intelligence artificielle que j'ai pu arriver en France, j'ai pu vivre en fait avec une bourse de 4 000 € par an. C'est grâce à la data et l'intelligence artificielle que j'ai pu faire des stages à la Société Générale et pouvoir vivre en tant qu'étudiant. C'est grâce à la data et l'intelligence artificielle que j'ai pu avoir des opportunités à la Société Générale, à HSBC, chez EY. C'est grâce à la data et l'intelligence artificielle, c'est grâce à ces connaissances-là, en partie, que j'ai pu devenir freelance et pouvoir générer un business qui fait plus de 6 chiffres par an. Et dans ce parcours-là, j'aimerais vraiment qu'on garde 2 choses. Quand vous venez d'un milieu comme le mien, vivre heureux, vivre caché, c'est pour les riches, véritablement. Allez prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que ça vous construit un réseau. On vit dans un monde où le réseau, c'est vraiment la clé. Allez-y, n'hésitez vraiment pas. Faites des choses pour laisser une trace. Moi, aujourd'hui, je veux que cette histoire, en fait, inspire. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans la même situation que moi il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Je pense que cette histoire va vous faire comprendre, en fait, que par le travail, vous pouvez atteindre vos objectifs. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est parce qu'on a travaillé beaucoup qu'on réussit. Il y a des injustices dans ce monde, malheureusement. Mais je pense quand même qu'on doit prendre le contrôle de sa vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. J'ai décidé de vivre une vie qui, comment dirais-je, en harmonie avec ma valeur. J'ai décidé de vivre une vie où je peux apporter le maximum. J'ai décidé de vivre une vie où je n'ai plus de contraintes, entre guillemets. J'ai décidé de vivre une vie où je fais le maximum pour faire de mon mieux autour de moi. Et c'est la vie que je veux construire. C'est la vie que je veux construire dans ce podcast, dans cette chaîne YouTube, sur LinkedIn. Et qu'à travers chaque acte que je pose, ce soit un acte qui vous montre que vous aussi, vous êtes capable. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Je sais qu'il y a ceci, il y a cela, c'est difficile. Oui, c'est vrai. Mais la seule chose que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, c'est de vous laisser lever chaque matin et réaliser vos rêves. Donc, chaque matin, quand je me lève, je fais mon post LinkedIn. Je sais que ça change des vies. Je sais que des personnes transforment leur carrière. Je sais que ça vous aide. Je le sais. Et raison pour laquelle je ne vais jamais lâcher. Ça vous aide. Moi aussi, ça m'aide aussi. Je vous raconte une autre anecdote pour que vous compreniez encore plus pourquoi est-ce que je crois vraiment à ça. Un jour, j'ai invité une personne sur mon podcast et la personne me dit en message WhatsApp, « Natacha, est-ce qu'on peut décaler notre enregistrement parce que j'ai un petit déjeuner à l'Élysée ?» Je vous assure, je me suis dit, mais la petite Natacha qui était sur la photo, je ne sais pas si je l'ai encore ici, la petite Natacha là, est-ce qu'elle réalise même ce qui se passe là? Que tu viens de Mélène là et dans ton WhatsApp, il y a une personne qui te dit qu'on va décaler le podcast parce que je vais aller déjeuner à l'Élysée. Je fais waouh. En fait, les réseaux sociaux, c'est ce que ça permet en fait. Vous créez des relations, vous permettent de changer d'histoire, vous permettent de changer de milieu. Et on dit aussi que on est la moyenne des 5 personnes qu'on travaille. Vous avez déjà entendu ça plusieurs fois, avec lesquelles on marche. Et ça, c'est vrai. Si vous voulez connaître votre salaire, faites la moyenne des salaires des personnes avec lesquelles vous vivez. Ça ne sera pas très loin du vôtre. Et la société fait ainsi. Ça veut dire que le seul moment où tu peux changer en fait ton milieu, c'est par cette caméra. Tu n'as pas besoin de faire en fait une vidéo comme moi. Tu peux écrire un texte, vraiment, c'est par là en fait que tu arrives à sortir de ce milieu-là. Et en tout cas, grâce à mes actions sur les réseaux sociaux, j'ai fait beaucoup de rencontres. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai fait énormément de rencontres. Et je me rends compte que c'est l'âme secrète pour justement construire son histoire. Quand tu viens d'un milieu comme le mien, c'est l'âme qu'il te faut pour justement survivre, j'utilise ce terme, dans ce monde très capitaliste où quand tu ne connais personne, tu ne peux pas forcément avancer. Donc, dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a marqué,
quelle est votre histoire? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Et aussi, quand on veut avoir une vie saine et productive, c'est le thème de l'émission, ça commence par le pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi est-ce que je fais les choses. Pourquoi est-ce que tous les jours, vous voyez sur votre fil d'actualité. Pourquoi est-ce que chaque semaine, je suis sur YouTube devant une caméra pour vous parler. Pourquoi est-ce que j'arrive à garder la même énergie? Parce que ça brûle ici en fait. On dit souvent j'ai faim. J'ai vraiment faim. Ça brûle énormément. Et je pense que pour pouvoir justement faire des choses, il faut qu'il y ait quelque chose en fait qui te brûle au fond. Il faut qu'il y ait... Moi aujourd'hui, quand je travaille, je vois que je peux faire plaisir à ma famille. Ça me fait énormément plaisir. Vous n'imaginez même pas à quel point. Est-ce que je vais arrêter ça? Non. Et je veux assurer la sécurité de mes proches, ma sécurité à moi, la sécurité de toutes les personnes qui m'entourent. Et à travers cette vidéo, je veux impacter le maximum. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Et encore une fois, restez bienveillants dans les commentaires. Je partage mon histoire, mon vécu, ma vision de la vie avec ce que j'ai vu. Tout le monde est biaisé et moi aussi. Et ici, je vous ai partagé sans filtre ce que j'ai vécu, pourquoi est-ce que je fais les choses et pourquoi est-ce que tous les jours, quand vous allez vous lever, vous allez ouvrir LinkedIn, vous allez un post de Natacha Njongwa. Rappelez-vous, quand on est pauvre, on n'a pas le droit de vivre caché. Vivre heureux, vivre caché, c'est pour les riches. Moi, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à construire. J'ai une histoire à raconter et ça passe par là. Si vous souhaitez comprendre comment est-ce que j'ai fait pour devenir freelancing, qu'est-ce que le freelance, pourquoi est-ce que le freelance peut vous permettre de gagner plus de 10 000 euros par mois, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste ici. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.